Bonsoir à tous. On va commencer donc cette belle soirée sur le thème de la sédentarité. Et puis je me présenterai dans quelques minutes. Dans un premier temps, Marie-Hélène Bourgin, qui est la directrice de l'Institut d'ostéopathie de Rennes, veut dire quelques mots. Bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à l'occasion de la 8e édition des Minutes d'Io-Rennes. Donc les Minutes d'Io-Rennes, ce sont des conférences sur la santé qui sont ouvertes à tous, organisées par l'Association clinique et recherche de l'Institut d'ostéopathie de Rennes-Bretagne. Ce soir, le thème abordé est un enjeu de santé publique, la sédentarité. Cette soirée sera, j'espère, pour certains d'entre vous, un point de départ, une réflexion ou même un catalyseur pour vous mobiliser pour un mode de vie plus actif et pour avoir, bien sûr, une meilleure santé. Je remercie à l'avance les intervenants pour leur contribution. Le docteur François Carré, ici présent, cardiologue et médecin du sport, qui nous fera part de son expérience et de son expertise. Accompagné de Alexis Guéry, ostéopathe, enseignant à l'école, titulaire d'un master en activité physique adaptée, qui animera la table ronde. Je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux, de l'intérêt que vous portez à cette question essentielle. Vous participez ainsi à la réussite de cette soirée. Je déclare donc ouvertes les Minutes d'Io-Rennes en espérant des discussions fructueuses et inspirantes pour chacun d'entre vous. Et j'espère que votre vie puisse changer dès ce soir. Merci à tous. Alors je vais pas parler longtemps. Donc moi je suis Alexis Guéry, je suis ostéopathe. Depuis presque 20 ans maintenant, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon cabinet libéral, des gens qui voulaient se remettre à l'activité physique. Et donc j'ai refait un parcours universitaire l'année dernière, un master en activité physique adaptée et santé. Est-ce qu'on a des enseignants à pas ici? Voilà. Est-ce qu'on a des personnels autres de santé ici peut-être aussi? Des infirmiers, des médecins ou d'autres personnes? Un petit peu quand même, ok. Donc avant de laisser parler Monsieur Carré, j'aimerais juste... on va pas parler beaucoup d'ostéopathie, on va parler de sédentarité, d'activité physique, on va parler de sport, la différence aussi entre l'activité physique et le sport, deux choses bien différentes. Malgré tout, l'ostéopathie, c'est quelque chose qui peut être vraiment important dans la remise en forme d'une personne. Il me semble qu'il y a au moins 3 raisons qui peuvent expliquer ça. La première raison, c'est la diminution des douleurs. Quand on a mal, on fait moins de choses et donc on est un petit peu plus sédentaire. La deuxième raison, c'est de mobiliser les gens, de manipuler les gens, de les prendre en charge en ostéopathie. On augmente l'amplitude articulaire des mouvements, donc ce qui rend l'activité plus facile, plus agréable. Et puis du coup, on continue cette activité dans le temps. On devient adhérent dans ce traitement qui est l'activité physique. Et puis la dernière chose, c'est quand on consulte un ostéopathe, il n'y a pas forcément l'intervention que manuelle, mais il y a aussi les conseils qu'on peut avoir avec ce professionnel. Et donc voilà, on parlera peut-être peu d'ostéopathie, mais c'est une profession qui est très proche en fait de tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Il y a une petite slide ici où vous pouvez venir vous faire soigner à l'école d'ostéopathie. D'accord, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais l'école d'ostéopathie a un dispensaire. Vous pouvez vous faire soigner par des étudiants de 4e et 5e année, des étudiants de fin de cursus encadrés par des professionnels. Donc si vous êtes dans les cas que je viens de citer, voilà, si vous avez envie de vous remettre à l'activité physique et s'il y a un petit peu de douleur ou des limitations, on peut peut-être vous aider. Donc l'année dernière, j'ai trouvé quelque chose dans ce master d'activité physique adaptée, quelque chose d'incroyable, de formidable, scientifiquement prouvé, quelque chose qui diminue le vieillissement, qui améliore le risque de fracture, en tout cas qui diminue le risque de fracture, qui diminue les cancers du sein, le risque de cancer du sein, du côlon, de l'endomètre, le diabète, la dépression, l'hypertension, etc. Et ce quelque chose, eh bien, c'est François Carré.
Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. C'est François Carré qui va vous le présenter. Voilà, merci. Et puis, j'aimerais qu'on fasse un bel accueil à François Carré. Merci. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir que de partager la soirée avec vous et de voir surtout autant de monde présent, surtout sur ce sujet. Alors, j'aime toujours prévenir les gens un petit peu avant que je parle, parce que c'est vrai que j'ai mon franc-parler, j'appelle un chat, des fois les gens sont un peu surpris. Donc je ne suis pas là pour stigmatiser quelqu'un, pour culpabiliser qui que ce soit. Moi, je suis là pour vous sensibiliser, vous alerter. En fait, en étant là, je fais mon job. Mon job, c'est de porter assistance aux gens en danger. Or, notre population est en danger. Notre population, avec son mode de vie, le mode de vie qu'elle a choisi, est en danger. Alors, je sais qu'on ne l'entend pas, je sais qu'on n'y croit pas. C'est un peu comme le réchauffement climatique. D'ailleurs, c'est amusant, le premier article sur le réchauffement climatique, c'était 1949, et le premier article sur un mythe qui disait que pour soigner les cardiaques, il fallait les laisser au lit. C'est 1952, donc vous voyez, c'est à peu près en même temps. Et ben, il n'y a pas que ça comme parallélisme, c'est que tout le monde regarde ailleurs, face à ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, c'est ça qui va nous poser problème. Heureusement, il y a une solution. S'il n'y en avait pas, je ne serais pas là. Bien évidemment, je ne suis pas l'homme des causes perdues. Donc moi, je suis cardiologue, médecin du sport. Maintenant, je suis retraité et je mets toute mon énergie dans ce combat qui est l'activité physique, se lever pour bouger plus. Vous voyez, comme je vous l'ai mis là, notre défi. Ça semble assez aberrant. Vous voyez les Beatles, qu'on est même arrivé à faire bouger. Eux, on y arrive. Bon, c'est vrai que c'est sur... c'est pas grâce à les données de la technique, mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, faut quand même regarder les choses en face. C'est plutôt ça. Le rêve de tout le monde. Le rêve de tout le monde, c'est d'avoir plus besoin de télécommande pour qu'on ait même plus besoin de se lever pour prendre la télécommande et changer de chaîne. Bien sûr, en agrémentant notre soirée, outre la soirée canapé, par des aliments bien salés, bien sucrés, et des boissons bien sucrées. Donc ça est notre choix. Il faut toujours faire attention à se dire, plutôt que de dire que c'est la faute des autres, regardons de temps en temps notre responsabilité, parce que c'est un problème qui est important. Alors, comme je vous l'ai dit, le défi pour la santé, se lever plus pour bouger plus, on va peut-être revoir déjà ce que c'est que la santé. La santé, ce n'est pas simplement ne pas avoir de maladie ou de handicap, c'est beaucoup plus large. On le sait depuis 1946, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous a dit la santé, c'est un complet bien-être physique, ça tout le monde le sait, tous les médecins, mental, beaucoup de médecins le savent, social, très peu de médecins le savent. La santé, c'est ces trois piliers. En fin de compte, si vous avez une bonne qualité de vie, même si vous êtes très malade, vous pouvez avoir l'impression que vous pouvez faire à peu près ce que vous avez envie de faire, que votre vie n'est pas pourrie, eh bien, vous êtes en bonne santé. Et moi, c'est marrant parce que, aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu un patient, par exemple, même ceux qui a tenté des greffes cardiaques, qui m'ait dit « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que je vive 2 mois de plus ?» J'en ai pas eu un. Je n'ai eu que des malades, et alors là, j'en ai eu beaucoup, qui m'ont dit « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ma vie soit moins pourrie par ma maladie et par vos médicaments ?» Ça, je l'ai entendu tous les jours. Et tous ces gens-là, je leur ai dit « Bougez. Bougez. Dès que vous bougez, vous allez changer votre vie. Même si ce que vous faites est ridicule, même si ça vous semble complètement rien comparé à ce que vous faisiez avant d'être malade. C'est ça qui est essentiel. Bouger, ça change ma vie, ça change ma qualité de vie. Et c'est terrible, parce que vous voyez, si je tape sur Internet, comme je l'ai fait il y a quelques mois, enfin c'était en 2024, donc oui, c'est enfin encore quelques mois, je me suis amusé à taper sur Internet « Comment prendre soin de sa santé en 2024 ?» Et qu'est-ce que me répond Internet? Il me répond avec une croix, que vous ne voyez pas, mais croyez-moi sur parole, où il y a des piqûres, des ambulances, des infirmières, des médecins. Mais c'est tout faux, ça. Moi, médecin, je ne suis pas là pour prendre soin de la santé de qui que ce soit. Je suis là pour réparer les perturbations de la santé de quelqu'un. Moi, je suis un garagiste, en fait. Ce n'est pas le garagiste qui prend soin de ma voiture, de la nettoyer, de vérifier qu'il y a de l'eau dedans, etc. Non, c'est moi, le pilote. Eh bien, c'est pareil. Votre santé, ma santé, c'est vous qui devez vous en prendre soin, c'est moi qui dois en prendre soin.
Et pourtant, je n'ai eu que des malades quand je leur ai annoncé une hypertension artérielle ou un diabète, que c'est pas vrai, mais presque que, et qui me disent « Bah oui, vous m'annoncez que j'ai un diabète. Ma mère était diabétique. » Hypertendue? Bah oui, je me souviens. Je crois que j'ai une grande tante qui était hypertendue. Je ne suis pas sûr, mais il me semble bien que j'ai une grande tante qui était hypertendue. Allez, j'ai peut-être 5 patients qui ont fait un infarctus du myocarde qui m'ont dit je l'ai bien cherché, j'ai fumé 3 paquets de cigarettes par jour et je mange n'importe quoi. 5. En 43 ans de pratique. Tous les autres, ils n'y étaient pour rien. C'est faux. Voilà les 5 facteurs de risque qui favorisent le développement d'environ 40 maladies chroniques. Tout à l'heure, Alexis vous en a parlé de quelques-unes. 40 maladies chroniques. Ces maladies chroniques qui sont la cause principale de mortalité dans le monde. 70 à 74%, 41 millions de morts par an par ces maladies. C'est ça qui fait que notre budget de la sécurité sociale est en déficit. Et c'est favorisé par le tabac. Alors en tant que cardiologue, c'est très simple, il n'y a pas une cigarette de bonne comme ça, le problème il est réglé, il n'y en a même pas besoin de discuter. La consommation trop importante d'alcool, la malnutrition, la malbouffe, que ce soit en quantité ou en qualité. Les troubles du sommeil, c'est le petit nouveau, puisque maintenant on sait que quand on ne dort pas assez ou qu'on dort trop, et surtout qu'on dort mal, on ne s'en rend pas toujours compte, c'est pour ça que maintenant on détecte beaucoup les apnées du sommeil, ça augmente les risques de cancer, de diabète, de surpoids, d'obésité et d'infarctus du myocarde. Et puis enfin, ce dont je vais surtout vous parler, l'inactivité physique et la sédentarité. Alors pourquoi je choisis de parler l'inactivité physique et de la sédentarité? C'est pas parce que je suis passionné de sport, d'ailleurs je ne vais pas du tout vous parler de sport ce soir, c'est pas parce que je suis cardiologue du sport, etc. C'est simplement parce que toutes les études nous disent que si je bouge plus, je mange mieux et je dors mieux. Je n'ai pas trouvé une étude qui me dise si je mange mieux, je bouge plus. Ni si je dors mieux, je bouge plus. Parce que bouger, il faut déjà se lever de sa chaise. Or, nous sommes face à une addiction de à la chaise. C'est une nouvelle addiction. Je vais vous donner des exemples, peut-être que certaines ou certains vont se reconnaître. Ne le prenez pas mal, c'est l'addiction à la chaise. Par définition, quand on a une addiction, on ne le sait pas. Pas toujours. Des fois, il y a des gens qui en prennent conscience. Par exemple, le fumeur qui fume 20 cigarettes par jour me dit « je me rappelle de 3 cigarettes ». Les autres, je ne sais même pas que je les ai fumés. C'est ça l'addiction. C'est pour ça que c'est si difficile de s'en débarrasser. Alors, avant de revenir là-dessus, je voulais vous dire, ce n'est pas un secret, parce que depuis le temps que je le dis, maintenant ça ne fait pas si longtemps, depuis quelques mois, j'ai vraiment une idole. Cette idole, elle s'appelle Aurélie Aubert. Qui connaît Aurélie Aubert? 4-5 personnes. Championne paralympique de boccia. Aurélie Aubert, c'est cette jeune femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec qui j'ai parlé 2 fois, et surtout avec sa coach, qui est quelqu'un d'exceptionnel, sa coach. Qu'est-ce qu'elle nous dit quand elle est interviewée par l'Équipe Magazine? Je lis l'Équipe depuis 60 ans. Alors, vous voyez, sans la boccia, je regarderai la télé toute la journée. Elle a tout compris. Elle a tout résumé de ce dont je vais vous parler ce soir. Cette jeune femme qui peut bouger essentiellement ses mains, le fait d'avoir découvert la boccia qui lui permet de faire travailler ses mains, ça a changé sa vie. Quand je vous dis que bouger, ça change la vie des gens. Nous avons 2 bras, 2 jambes. Bon sang de bonsoir, pourquoi on ne s'en sert pas? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas foutu de monter un escalier roulant? Mon grand problème, je vais me faire psychanalyser avec les escaliers, parce que j'ai un grand problème de voir notre situation à nous les hommes devant l'escalier. C'est assez impressionnant. On va y revenir sur une petite image que je vais vous montrer un petit peu plus loin. Alors, un petit peu de définition. Qu'est-ce que c'est que la sédentarité? Eh bien, la sédentarité, c'est le temps passé assis. En latin, sedere, ça veut dire être assis. Alors, on ne savait pas trop que c'était dangereux avant. Maintenant, on le sait depuis environ 15 ans. Cette sédentarité, il se trouve que nous sommes de plus en plus assis. En fait, avant, je vous aurais donné, il y a à peu près 8 mois, un chiffre. Maintenant, ça ne sert à rien parce que le chiffre, il ne veut rien dire puisque c'était 7 heures par jour. Et aujourd'hui, en France, actuellement, les adultes, les jours de travail sont assis 12 heures par jour et quand ils ne travaillent pas, sont assis 10 heures par jour. Donc là aussi, arrêtez de me dire que les étudiants, c'est parce qu'ils viennent en cours qu'ils sont assis beaucoup. Donc c'est de ma faute. Vous savez ce que je vous ai dit, c'est jamais de la faute de l'autre.
Enfin, c'est jamais une faute, c'est toujours la faute de l'autre. Parce que c'est pas vrai. Vous vous rendez compte quand même que de temps en temps, je parle aux gens, je parlais à mes malades, vous partez en vacances, c'est bien, vous allez pouvoir faire du sport. Et là, quelle est la réponse? Ah ben non, je vais me reposer. Et si vous ne me croyez pas, vous penserez à moi au mois de septembre prochain, à la rentrée, vous allez entendre dans les médias, c'est la rentrée, on va reprendre le sport. Parce qu'en vacances, on ne fait pas de sport, c'est trop fatigant. Donc quand je vous dis que l'addiction à la chaise, elle est là, c'est vrai. Alors en fin de compte, cette sédentarité, eh bien il faut savoir que c'est très mauvais de rester trop assis et surtout de rester assis pendant plus d'1h30. C'est pour ça que je ne déplacerai pas 1h30 ce soir pour vous parler. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, un enfant de 7 ans en France est assis 50% du temps de sa journée. Éveillé, bien sûr, c'est le temps éveillé. Le sommeil, c'est obligatoire, il faut bien dormir. Et l'adolescent est assis 75% du temps de sa journée. Je vais revenir sur les adolescents. Mais ça vous montre quand même notre problématique. Aujourd'hui, les adolescents passent leur vie assis ou couchés. C'est tout. C'est comme ça. Ça n'inquiète personne. Ce qu'il faut que vous arriviez à retenir peut-être dans mon message de ce soir, c'est que ce n'est pas bien de faire de l'activité physique. C'est très dangereux de ne pas en faire. Ce n'est pas pareil comme message. C'est-à-dire que vous prenez un risque mortel, puisque la sédentarité tue. La sédentarité, c'est 40 à 50 000 morts par an en France. Pas tout de suite. C'est pour ça que je dis que la chaise est une tueuse silencieuse, parce qu'elle vous tuera dans 20 ans. Parce que la maladie, l'infarctus du myocarde, vous n'allez pas la faire ce soir. Ce n'est pas parce que vous êtes resté assis en m'attendant qu'en vous levant, vous allez faire des infarctus. Je vous rassure. Mais si vous êtes trop assis, je peux vous assurer que vous augmentez votre risque d'infarctus de 40%. Voilà. Alors vous avez 60% de chances de ne pas en faire, mais 40% aussi d'en faire un. Donc ça, ce sont des choses que l'on sait. C'est pour ça qu'il faut limiter le temps journalier assis. Si vous faites le compte de votre temps passé assis, vous êtes assis 11 heures dans la journée, eh bien essayez d'être assis 10 heures. Faites tout ce que vous pouvez. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. Je n'ai pas mon téléphone sur moi, mais voilà, supposons que ce soit mon téléphone. Voilà, là, je lutte contre la sédentarité quand je téléphone en marchant. C'est ça, en fin de compte. C'est ça dont je vais vous parler ce soir. Ce n'est pas d'acheter des chaussures de sport et d'aller dans des salles de sport, pas du tout. C'est simplement oser bouger. Osez vous lever pour bouger, puisque c'est ce que l'on fait de moins en moins. Alors, si on regarde maintenant l'inactivité physique, vous êtes inactif si vous ne faites pas ce qui est recommandé. Les recommandations sont très simples. Pour les adultes, c'est 30 minutes d'endurance, c'est-à-dire le cardio, ce que tout le monde appelle le cardio, donc de l'endurance aérobie, et du renforcement musculaire, c'est-à-dire monter les escaliers, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est ça, ce qui vous est recommandé. 3 fois 10 minutes, 6 fois 5 minutes dans la journée. Et pourquoi les gens ne le font pas? Est-ce que vous avez une idée? La cause principale pour laquelle les gens ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Vous vous rendez compte que 30 minutes d'une journée, c'est 2% du temps en moyenne éveillé. 2% pour votre santé. Est-ce que quelqu'un ici sait combien de temps le Français passe à scroller son téléphone dans la journée? 7% du temps éveillé. 3 fois plus que ce qui est recommandé pour prendre soin de sa santé. Et franchement, ça apporte quoi de scroller, vu les bêtises qu'on voit, qu'on fait défiler? On se souvient de rien 1 heure après l'avoir regardé. Et pourtant, c'est notre société. C'est ça. Je préfère passer mon temps à scroller mon téléphone que prendre 2%. Alors c'est très compliqué. Je vais vous le dire, je me suis longtemps battu avec moi-même pour y arriver. Vous allez voir, c'est quand même un exploit. L'Everest à côté, c'est rien. Je me garais ma voiture à 1 km de Pontchaillou. 10 minutes de marche le matin, 10 minutes de marche le soir. Et je marchais 10 minutes après déjeuner. J'avais fait mes 30 minutes. Est-ce que tout le monde n'est pas capable de faire ça? Est-ce que tout le monde ne peut pas trouver dans son emploi du temps 3 fois 10 minutes pour s'occuper de sa santé? C'est ça la recommandation. Chez l'adulte, alors chez la personne un peu plus âgée que 65 ans, il faut faire un peu plus de renforcement musculaire, mais chez l'enfant,
c'est au moins 60 minutes. Vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé de sport, parce que tout le temps, quand je dis ça, tout le monde me dit « faut que j'emmène mon fils au sport tous les jours pendant 1 heure ». Pas du tout. Il faut que votre fils joue dehors. Le temps passé dehors actuellement d'un enfant en France, en moyenne, c'est 15 à 20 minutes par jour. Il y a eu un article en 2016 en Angleterre qui était fabuleux, le titre était fabuleux, puisque tous les tabloïds l'ont repris. C'est un article scientifique, dans une grande revue de médecine. C'était au Royaume-Uni, les enfants passent moins de temps dehors par semaine que les prisonniers. Parce qu'au Royaume-Uni, c'est 30 minutes de balade le matin, 30 minutes de l'après-midi, obligatoire pour les prisonniers. Eh bien, les enfants anglais ne le font pas, du Royaume-Uni ne le font pas, mais les Français non plus, en moyenne. Oui, ils ont les 30 minutes peut-être de récréation, mais le mercredi, je peux vous dire qu'ils ne sortent pas de chez eux. Le samedi, ils ne sortent pas de chez eux. Le dimanche, ils ne sortent pas de chez eux. Et ça donne quoi? Ça donne l'explosion de myopie que nous avons chez nos enfants. Si vous ne me croyez pas, regardez le nombre d'opticiens qu'il y a comparé à il y a 10 ans. Moi, j'habite à Saint-Gilles, c'est quand même pas une grande ville. Il y a 2 opticiens qui sont à 20 mètres l'un de l'autre. Et ils font fortune tous les 2. Pourquoi? Parce que les enfants, simplement, la lumière naturelle, quand vous exposez, quand vous êtes jeune, vos yeux à la lumière naturelle, vous avez une modification de la forme de votre œil qui empêche la myopie. Eh bien, c'est une explosion de myopie qui est en train de se faire. On le sait, on le dit. Rien ne change. Rien ne change. Donc, vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui sont assez étonnantes de voir ce manque de réaction. Alors, les activités physiques, je l'ai mis au pluriel parce que, vous voyez, c'est tout ça. Activité physique, c'est bouger. On peut faire savant, mais je ne vais pas vous le faire. Et dedans, on ne le voit pas très bien, je suis désolé, c'est en haut à droite, vous avez dans les loisirs, il y a le sport. Le sport est une activité physique, mais toutes les activités physiques ne sont pas du sport. Tous les sports sont des activités physiques. Alors, vous avez plein de définitions. Moi, celle que je retiens la plus simple, c'est le sport, c'est une activité physique que je fais en respectant des règles et je me prépare, je m'entraîne pour faire la meilleure performance possible dans cette activité. Mais ça, si je veux en faire, c'est très bien. Mais le sport, c'est la littérature. L'activité physique, c'est savoir lire. Si vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas vivre. Alors que si vous n'êtes pas passionné par la littérature, vous pouvez avoir une vie tout à fait acceptable. Donc c'est la même chose. Donc je ne suis pas là pour vous prôner le sport. Si vous voulez en faire, c'est bien, c'est encore mieux, parce que c'est plus efficace que l'activité physique. Un tout petit mot sur cette petite dame que vous voyez en jaune, là en bas, qui tient son déambulateur. Elle va vous prouver combien c'est important de marcher. Parce que cette petite dame, je l'imagine bien dans une EHPAD, et ça fait 3 fois que le midi, elle arrive en retard pour la soupe et qu'elle mange froid. Qu'est-ce qu'on lui propose à cette petite dame? Le fauteuil roulant. Et quelle est l'espérance de vie de cette petite dame en lui proposant un fauteuil roulant? 6 mois. 3 mois 6, 3 mois couchés et elle meurt. Voilà. C'est les chiffres. C'est tout. Ça vous montre l'importance de marcher. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des anciens dans votre famille, ne leur dites pas à ton âge, déjà. Moi, dans ma famille, tout le monde est prévenu. Mes petits-enfants, le premier qui me parle de mon âge, il va avoir affaire à moi. Je le connais, c'est pas la peine de me le rappeler. Et papy, mamie, s'il te plaît, n'en fais pas trop et tout, c'est non. Papy, mamie, bouge, tu veux desservir la table? Oui. Ça, bien sûr, si vous visez l'héritage, il vaut mieux leur conseiller d'arrêter de marcher. C'est sûrement plus rentable. Mais ce n'est pas mon but à moi. Moi, je ne suis que médecin. Donc, c'est ça pour vous dire où on en est quand même. C'est pour ça que c'est terrible de voir notre société qui, en fait, fait tout à l'envers. Et puis, vous avez l'activité physique adaptée, donc qui est une activité physique qu'on utilise comme traitement. Depuis 2011, c'est validé par des études scientifiques en France. Et vous voyez, elle est adaptée aux limites et aux capacités du malade. Aujourd'hui, c'est simple. Si vous avez une maladie chronique, infarctus, cancer, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, toutes ces maladies, dites à votre médecin, s'il ne l'a pas encore fait, prescrivez-moi de l'activité physique. Et s'il ne le fait pas, vous pouvez lui dire de ma part, en donnant mon nom, il n'y a aucun problème, que s'il ne le fait pas, c'est une faute professionnelle. Parce que les recommandations disent que ne pas prescrire de l'activité physique dans une maladie chronique, c'est une perte de chance pour le malade. Donc, si je ne prescris pas quelque chose qui est une perte de chance, moi, médecin, je fais une faute professionnelle. C'est comme si je n'ai pas serré les écrous quand j'ai changé les roues d'une voiture.
C'est exactement pareil. Donc ça, nous médecins, il faut qu'on se le mette dans la tête. Parce qu'il y a 30% des médecins qui prescrivent l'activité physique actuellement. Vraiment de façon raisonnable. Ce n'est pas de leur faute, on ne leur a jamais appris dans leurs études. Tout ce que je vous dis, je n'ai jamais rien appris dans mes études de médecine. Tout ça, j'ai été le chercher dans les autres pays qui, eux, ont compris. Pour vous montrer combien ils ont compris, est-ce que quelqu'un, vous savez, l'espérance de vie en bonne santé en France, vous devez le savoir, on entend parler tous les jours avec la retraite, c'est combien en France? 64. En Suède, c'est combien? 74 ans. 10 ans. 10 ans d'espérance de vie en bonne santé dans les pays d'Europe du Nord, de plus qu'en France, que dans les pays latins. Ça fait réfléchir quelqu'un? Personne. Personne. Mais le budget de la prévention du ministère de la Santé en Suède, pour la prévention, c'est 6%. Pour nous, c'est moins de 1%. Voilà. Toute la différence est là. Nous, on préfère mettre notre argent sur des médicaments que sur le fait que les gens tombent moins malades. Donc effectivement, c'est quelque chose c'est une vision différente. Alors voyez, vous êtes malade, bougez, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous êtes malade, il faut prendre des médicaments, parce que le médecin a raison de vous les donner quand c'est justifié, parce que c'est ces médicaments qui vont vous aider à vivre plus longtemps. Mais si vous voulez vivre plus longtemps bien, il faut bouger. Parce que l'activité physique, ça donne des années à la vie, les médicaments, ça donne des années, pardon, je me trompe, les médicaments, ça donne des années à la vie, l'activité physique, ça donne de la vie aux années. Donc c'est les deux. Et nous, médecins, il faut qu'on accepte aujourd'hui de prescrire avec nos médicaments de l'activité physique. C'est ce que je vous ai dit, j'ai fait depuis 42 ans en proposant toujours les deux. Alors un autre élément important, et je suis sûr que demain vous allez tous vous entraîner pour y arriver, c'est de vous connaître votre capacité physique. Votre capacité physique, c'est l'effort musculaire maximum que vous pouvez maintenir 5 minutes. S'il y a des sportifs parmi vous ou parmi nous, eh bien c'est la consommation maximale d'oxygène. Ça fait tout de suite savant. En fin de compte, c'est le nombre d'étages que vous montez en 5 minutes. Plus vous en montez, meilleure est votre capacité physique. Ce nombre d'étages est essentiel parce que, regardez ici, on a classé les gens en capacité physique faible, on va dire 2 étages, 3 étages, moyenne, 4, 5 étages, élevé, 6, 7 étages. Un champion, il en montera 12 peut-être. Les barres blanches, c'est les dames, les barres noires, c'est les messieurs. Et on a regardé chaque année combien il y avait de décès dans chaque groupe. Donc on va prendre ici capacité physique faible les messieurs. Vous voyez, vous avez un chiffre de 60. Il y a 60 personnes qui sont mortes, pas d'accident de voiture, hein, qui sont mortes de maladies chroniques, bien sûr. Et là, moyenne, il n'y en a que 30. Donc vous voyez quand même, si vous montez 4 étages au lieu d'en monter 2, ben vous avez 2 fois plus de chances de vivre longtemps. Mais là, ce qui est important, c'est que là, je ne vous ai pas dit s'ils sont malades ou pas, ni quel âge ils ont. C'est très simple. Là, je vais prendre un homme de 60 ans qui a fait un infarctus du myocarde et un cancer de la prostate, qui monte 5 étages, 5 minutes. Un homme ici qui n'a jamais été malade, qui a 60 ans aussi, qui monte 2 étages, ben c'est celui qui n'a jamais été malade qui va mourir le premier. Voilà. C'est tout. Pas besoin de faire de scanner, pas besoin de doser le cholestérol. Moi, je dis aux gens, je sais, en fonction de nombre d'étages qui montent. Et je me suis toujours acharné pour que mes malades montent de plus en plus de marches. Et vous n'avez qu'un moyen pour monter plus de marches, il n'y en a pas 2, c'est de bouger. Parce que les médicaments n'augmentent pas le nombre de marches. Les médicaments vont vous empêcher d'avoir mal aux genoux pour monter les marches, vont faire que vous serez moins essoufflé. Mais si vous restez dans votre lit, vous allez mourir. C'est tout. Mon patient insuffisant cardiaque, je lui donne le meilleur traitement, je lui dis bouger, s'il ne bouge pas, il va mourir plus tôt que le patient à côté qui a le même traitement, mais qui, lui, va marcher tous les jours, 30 minutes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est formellement prouvé, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai pour tout le monde, mais il faut encore le faire. Alors pourquoi est-ce qu'il faut bouger? Eh bien tout simplement parce que vous voyez, si vous bougez, vous avez un meilleur mental, vous êtes de bonne humeur. Sur le plan physique, si vous êtes malade, vous récupérez rapidement, puis vous êtes malade moins souvent. Et sur le plan social, vous rencontrez des gens. C'est les 3 piliers de la santé, mentale, physique, sociale. Maintenant, si vous décidez de ne pas bouger, puisque c'est vous, sauf si vous avez des maladies très graves, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, mais je vous parle dans l'ensemble de la population générale, eh bien là, vous avez plus de stress, plus de dépression, plus de burn-out aussi. Le meilleur moyen préventif du burn-out, c'est l'activité physique. Hein. Dans les sociétés, les gens qui bougent font moins de burn-out que les autres. Sur le plan physique, ben, vous êtes fatigué, essoufflé en permanence, puisque vous avez une mauvaise capacité physique. Dès que j'ai une mauvaise capacité physique, je m'essouffle au moindre effort.
Et puis si vous êtes malade, ça va durer plus longtemps. Et surtout, sur le plan social, vous êtes tout seul. Vous vous isolez. Donc vous avez cette vie qui n'est pas très agréable. Et ça va me permettre de revenir sur le monsieur qui est en bas, le jeune homme qui est en bas, vous voyez là, en pleine activité. Les 3 phrases, enfin des phrases, je suis un petit peu optimiste ce soir. Les mots de nos adolescents, les voilà. Flemme. Donc ça veut dire, premier point, que de rester assis ou couché ne repose pas, puisqu'ils sont fatigués. C'est assez simple. 2, je m'ennuie. Et 3, je déprime. Il suffit de se mettre debout et de bouger. Je suis moins fatigué, je déprimerai plus et je m'ennuierai pas. C'est pas compliqué quand même. En fait, je suis méchant parce que je me moque un peu des ados. Mais comment serais-je si j'avais 16 ans aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est posé cette question quand on voit nos ados? Non. Bien souvent, non. En fin de compte, là, vos ados, si vous en avez, ou vos petits-enfants, ils sont en train de vous dire qu'ils ne vont pas bien. Parce que je suis désolé, quand on est ado, dire qu'on déprime, c'est qu'on ne va pas bien. Moi, je n'ai jamais déprimé quand j'étais ado. Les enfants de 11 ans qui faisaient des dépressions, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc on va peut-être là aussi se poser des questions plutôt que de dire « Ah oui, il y a de plus en plus de dépression chez les jeunes ». Une des raisons, c'est qu'ils ne bougent pas. Tout simplement. Parce qu'ils passent leur temps devant leurs écrans. Mais ils font comme leur papa et leur maman, surtout, qui passent aussi le temps devant leurs écrans. C'est quand même très rare que pendant que le gamin regarde son écran, le papa soit au football et la maman soit en train de bouger. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, je dis que c'est quand même assez rare. Alors, tout ça, comment ça marche? C'est simple. Voilà ce qui se passe si vous décidez d'arrêter de bouger. Vous voyez, il y a un monsieur qui fait 10 000 pas. Il va faire plus que 1500 pas pendant 14 jours. C'est l'intervalle de temps entre la flèche verte et la flèche rouge. Et vous voyez, on a fait un scanner. En haut, c'est le petit creux que vous voyez, c'est l'ombilic, le nombril. Au milieu, c'est le ventre avec tous les intestins. Et la flèche noire que je vous montre, c'est la graisse intra-abdominale. C'est la graisse qu'on a dans le ventre. Il en faut un tout petit peu pour maintenir un petit peu tous les organes en place. Mais plus vous en avez, plus c'est dangereux pour votre santé. C'est cette graisse-là qui est mauvaise pour la santé. Et vous voyez que le même sujet, je lui ai fait le scanner 14 jours après, et regardez la zone blanche, marquée par la flèche noire, comparée à avant, en 14 jours. À 14 jours, vous voyez les effets de l'inactivité physique. En 14 jours, vous le voyez à l'œil nu. Alors vous pouvez passer de l'autre côté, effectivement. Si vous avez 20 ans, ça va vous prendre, au lieu de 14 jours, ça va vous prendre 3 semaines, 1 mois. Si vous en avez 60, ça va vous prendre 1 mois et demi. Parce qu'effectivement, quand on vieillit, on a tendance à prendre un peu plus de graisse et à la perdre plus facilement. Mais ce n'est pas parce qu'on prend de la graisse en vieillissant qu'il faut considérer que c'est normal de changer de taille de pantalon ou de jupe tous les 2 ans. N'achetez pas une balance qui vous montre la météo, etc. Non, ce n'est pas ça qu'il faut acheter. C'est ça qui compte. Votre tour de taille. Il va vous rappeler à l'ordre, votre pantalon et votre jupe. Et dès qu'il vous rappelle à l'ordre, aïe, 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 j'ai un signal qui s'allume. Il faut que je mange mieux, moins peut-être, et que je bouge plus. Sinon, chaque année. J'avais un patient comme ça, il prenait à peu près 2 kilos par an. Et il me disait souvent, sa femme surtout, c'est amusant, c'est sa femme qui parlait plus que lui. C'est souvent comme ça en consultation, c'est rarement l'homme qui accompagne la femme, c'est la femme qui accompagne l'homme. Et qui me disait, mais docteur, il a 60 ans. Ou 65 ans. Il a 65 ans. Je lui dis, oui, madame, je sais, puisque ça fait 5 ans que je suis votre mari, mais il a quand même pris 10 kilos en 5 ans. 2 kilos par an, vous trouvez que c'est pas beaucoup, mais c'est énorme, parce qu'au bout de 10 ans, ça fera 20 kilos. Et ça, c'est pas du muscle. C'est de la graisse qui est très mauvaise pour sa santé. Donc, il faut le savoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on reste assis, puisque je vous ai parlé du risque de rester trop assis? Là, vous voyez, on a classé les gens comme tout à l'heure, mais on les a classés depuis pas du tout de télévision par jour, jusqu'à plus de 6 heures. Ça fait donc à peu près 1 heure, 2 heures, et puis 3 heures, c'est ici. Et on a regardé, donc, pareil, dans chaque groupe, combien il y avait de gens qui mouraient. Mais là, ce n'est pas de maladie chronique totale, c'est de cancer. Et là, vous voyez que de 0 heure, pas de télé, jusqu'à 3 heures par jour, ce qui fait quand même, si je compte bien, 21 heures par semaine, quand je n'ai pas le temps de faire 30 minutes d'activité physique par jour, c'est pas rien, 21 heures, eh bien, j'ai 40 décès par cancer par an. Maintenant, je regarde les gens qui restent 6 heures par jour devant la télévision en moyenne.
là-haut, 80. Si je vous dis les choses autrement, quand vous regardez la télévision 6 heures par jour en moyenne, vous avez 2 fois plus de risque d'avoir un cancer que si vous la regardez 3 heures. Voilà. Parce que là-dessus, on élimine tout, hein, le tabac, tout ça. Les statisticiens savent éliminer tout ça. Et cette étude c'est une étude norvégienne, a beaucoup bousculé les cancérologues qui se sont dit, il y a quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les traitements pour les cancers, on prescrit de l'activité physique en même temps que la chimiothérapie, que la radiothérapie, que la chirurgie, etc., etc. Tout à l'heure, Alexis vous a dit que quand on faisait de l'activité physique, on diminuait le risque de cancer du sein d'environ 20 à 30%. Si j'ai un cancer du sein, que je fais de l'activité physique parce que mon médecin me l'a prescrit en même temps que les traitements indispensables, ça ne remplace pas la chimiothérapie, hein, l'activité physique, pas du tout. Si j'associe les deux, j'ai une mortalité de 35% de moins dans le groupe qui fait l'activité physique comparé à ce groupe qui n'en fait pas. Et surtout, si je continue l'activité physique quand je suis en rémission, j'ai 40% de moins de récidive de cancer du sein. Vous entendez les chiffres, 40% de moins. Donc c'est énorme. Alors les cancérologues, c'est un métier très difficile, cancérologues. Ils n'ont pas de temps à perdre avec l'activité physique si ça ne servait à rien. Donc s'ils prescrivent de l'activité physique, c'est que ça marche. Et que ça marche très bien, que c'est même indispensable. D'ailleurs, quand on fait de l'activité physique avec un cancer du sein, on supporte mieux les traitements. On peut même faire des traitements plus forts, plus durs. Plus j'ai de muscles, moins j'ai de graisse, plus je supporte des traitements importants dans les cancers. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont prouvées. Donc si vous restez assis, en fin de compte, voilà tout ce qui se passe. Vous voyez, votre cœur va moins bien marcher parce que là, mine de rien, quand je suis comme ça, sans bouger, mais vous, c'est pareil, j'ai 500 millilitres de sang qui reste dans les jambes. Parce que ça s'appelle la gravité, l'attraction terrestre, le sang tombe et mes veines se gonflent. Mais si ça, ma veine, elle ne peut pas renvoyer le sang. Hein, les seuls vaisseaux qui se contractent, c'est les artères, pas les veines. Par contre, si je marche, j'écrase mes veines et je fais remonter mon sang au cœur. Il suffit de 10 pas pour que je relance à peu près ma circulation. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de se lever toutes les heures et de marcher 1 ou 2 minutes ou de faire des flexions simplement toutes les heures environ. Une autre solution, toute bête, qui est celle que j'utilise chez moi, puisque je ne suis pas à l'hôpital, j'étais debout toute la journée, eh bien, c'est avoir un petit pédalier sous mon bureau, et vous pédalez 5 minutes ou 10 minutes en même temps que vous travaillez. Alors pour ceux d'entre vous qui sont monotâches comme moi, il faut un petit peu de temps pour s'arriver à taper sur l'ordinateur et pédaler en même temps. Mais comme je suis breton, je suis têtu et j'y suis arrivé, en m'accrochant beaucoup. Et je ne me rends même plus compte que je pédale. Je ne m'en rends pas compte. Je fais de la sédentarité en bougeant, ou je bouge en faisant de la sédentarité, c'est pareil. Donc vous voyez, on peut trouver des solutions. C'est trop facile de dire, oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai mon emploi du temps, mon boulot, tu te rends pas compte. Oui, si, je me rends compte, mais je trouve une solution. Dans mon service, je faisais des réunions debout, ou des réunions en marchant. On sortait, puis on allait marcher autour de notre service. Ben, je peux vous assurer. Vous voyez, tout est possible. Mais ça, il faut qu'on y pense, parce que c'est important. Le pancréas, c'est important parce que le pancréas libère moins d'insuline pendant qu'on va rester assis, donc votre glycémie monte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas diabétique, mais presque, pendant que vous êtes assis longtemps. Et même la nuit d'après où vous êtes resté assis longtemps, votre taux de sucre dans le sang est plus élevé que si vous aviez bougé régulièrement, comme je vous l'ai dit, en cassant toutes les minutes, toutes les heures de sédentarité. Et enfin, cerise sur le gâteau de la sédentarité, c'est que quand vous restez assis, vous libérez une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de l'appétit. Et c'est pour ça qu'on a faim quand on reste assis longtemps. En plus, qu'on regarde un programme de télévision particulièrement passionnant, eh bien on grignote. Eh bien oui, moins vous bougez et plus vous mangez. Toutes les études le montrent. Et je sais très bien que mes patients qui étaient en surpoids, voire obèses, me disaient souvent, mais pourtant, vous savez, docteur, je ne mange pas beaucoup. Et je leur répondais, je sais madame, je sais monsieur, en fait vous ne mangez pas beaucoup, vous mangez souvent. Et vous en souvenez plus. Parce que le petit truc que j'ai grignoté dans la journée, il est passé à l'as complètement. Et lors de mon repas, je ne vais pas me rappeler que j'ai grignoté quelque chose. Ce quelque chose étant très rarement de la salade, vous le savez mieux que moi, c'est plutôt des choses sucrées ou salées. Donc tout ça, c'est parfaitement prouvé. On a tout devant nous. Et c'est pour ça qu'on va vers cette épidémie dont je vais vous parler, d'obésité, qui est catastrophique actuellement. Catastrophique.
Alors voilà ce qui se passe quand vous ne bougez pas. Vous voyez, votre tour de taille, c'est représenté avec le monsieur, là, le cercle vert qu'il y a autour. Les cellules graisseuses que vous avez, elles sont fixées. Elles sont fixées à l'âge de 6-11 ans. C'est pour ça qu'un enfant qui est en surpoids ou obèse, 2/3 de ces enfants vont se battre toute leur vie contre l'obésité ou le surpoids. Ça, il faut le savoir quand on est parent. 2/3 des enfants. Il y en a 1 sur 3 qui va s'en sortir. Les 2 autres, ils vont se battre toute leur vie contre le surpoids ou l'obésité. Parce qu'ils ont beaucoup de cellules graisseuses. Et ces cellules, dès que je mange trop, elles se gonflent. Je suis serré dans mon pantalon. Je fais attention à ce que je mange, elles se dégonflent. Mais elles sont toujours là. Et elles ne demandent qu'une chose, c'est à grossir. Donc vous allez libérer des petites substances, vous voyez, c'est les trucs rouges que je vous ai mis, qui vont augmenter l'inflammation, qui vont augmenter le stress oxydant et baisser vos défenses immunitaires. Défense immunitaire, c'est important parce que c'est ça qui vous permet de lutter contre les cancers. Eh bien, vos cellules qui vous permettent de lutter contre les cancers deviennent inefficaces à cause de l'inflammation et du stress oxydant qui est augmenté. Et c'est pour ça que je favorise le développement d'environ 20 à 40%, ça dépend des maladies, de plus de 35-40 maladies chroniques actuellement. C'est simplement à cause de ça. Quand je ne bouge pas, mon inflammation augmente, mon stress oxydant augmente, mes défenses immunitaires baissent, et donc j'ai plus de maladies. C'est plus compliqué que ça, malheureusement. Par contre, si vous bougez, c'est tout l'inverse. Mais encore pour ça, faut-il se rappeler de nos ancêtres Homo sapiens. En fait, ce dont je vais vous parler, c'est un exemple d'épigénétique. L'épigénétique, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous en ont parlé, parce que la vraie révolution médicale des prochaines années, c'est l'épigénétique, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Détrompez-vous. L'intelligence artificielle va être une révolution dans plein de domaines, certes, mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est merveilleux, parce qu'elle arrive à lire 1000 articles en 1 minute, moi, il me faut 3 mois. Donc, si l'intelligence artificielle peut me résumer 1000 articles en 1 minute, je prends. Après, avec les résumés que je vais avoir, je vais faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est bien. Mais l'épigénétique, c'est que maintenant, on sait que, en fait, les gènes que j'ai ne font pas s'exprimer forcément. En d'autres termes, mon papa, ma maman me donnent des gènes, comme chez vous. Mais vos gènes, ça dépend de comment vous allez vivre, pour voir comment ils vont s'exprimer. Alors, vous avez 2 exemples d'épigénétique. Il y en a un qui est un peu faux, parce que je caricature, c'est pour simplifier. Vous avez le gène qui peut favoriser un cancer du poumon. Vous ne fumez pas, vous n'avez pas de cancer du poumon. Vous avez ce gène et vous fumez, vous allez avoir un cancer du poumon. C'est-à-dire que c'est le fait de fumer qui a fait que votre gène s'est exprimé et vous a fait développer le cancer. L'autre exemple, beaucoup plus simple que vous connaissez tous, c'est la reine des abeilles. Pourquoi une abeille devient reine dans une ruche alors qu'elle a à peu près les mêmes gènes que toutes ses amies, ses sœurs abeilles, même s'il peut y avoir des petites variations si jamais il y a eu si la reine a été fécondée par plusieurs mâles, mais globalement, ils ont les mêmes gènes. Et pourquoi il y en a une qui devient reine? Parce que c'est la seule qui mange de la gelée royale. Je mange de la gelée royale. Les gènes que j'ai, qui sont les mêmes que ceux de mes autres abeilles, vont s'exprimer pour que je devienne grosse, féconde et la reine. Toutes les autres les ont, ces gènes. Mais comme elles ne mangent pas de gelée royale, ça ne s'exprime pas. C'est ça l'épigénétique. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les gènes d'Homo sapiens, que Homo sapiens a favorisé, il en a favorisé 2 parties. Stocker les graisses parce qu'il ne mangeait pas tous les jours, et être l'animal le plus endurant de tous, puisque le fameux chasseur-cueilleur, il chassait en épuisant les animaux. Je pense que parmi vous, ce soir, il n'y en a pas beaucoup qui vont épuiser une gazelle en courant derrière. Il y en a, mais c'est quand même de très très bons coureurs à pied. Donc ceci pour vous dire que vous les avez. C'est-à-dire que la preuve, on mange trop, on mange mal. On est obèse, pourquoi? Parce qu'on stimule les gènes d'Homo sapiens qui font stocker les graisses. Si je ne les ai pas, je n'aurai pas ce problème. Par contre, je ne bouge plus. Donc, je ne peux pas mettre en route tous les systèmes qu'Homo sapiens mettait chaque fois qu'il allait courir pour manger. Et la preuve que vous les avez regardés, là-haut, on a mis un sujet sur un vélo et on a bloqué la jambe droite, celle que vous voyez devant vous, la jambe gauche, il va pédaler. 20 minutes. À la fin d'avoir pédalé, on prélève un bout de muscle dans le quadriceps, le muscle qu'on a sur le devant de la cuisse, à droite et à gauche. Donc une jambe qui a pédalé, une jambe qui n'a pas pédalé.
voyez les petits rectangles que je vous ai mis, c'est ce qu'on regarde au microscope. Dedans, on regarde les protéines. Hein, je caricature, c'est un petit peu plus compliqué, mais peu importe. Quand il y a une protéine, ça veut dire qu'il y a un gène qui a été stimulé. Par quoi? Par l'activité physique. Puisque c'est la seule chose qui s'est passée. La jambe qui n'a pas pédalé n'a pas eu d'activité physique. Il y a quelques protéines. Les petits traits, ça veut dire que c'était les mêmes familles de protéines. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 familles. Et regardez la jambe qui a pédalé. Il y a des dizaines de familles. Donc, il y a des dizaines de gènes qui ont été stimulés par l'activité physique. C'est ça l'épigénétique. Et qu'est-ce qu'elles font, ces protéines? Eh bien, elles baissent l'inflammation, le stress oxydant, elles améliorent l'immunité. Tout l'inverse de quand je ne bouge pas. Et ces protéines, on en dénombre 212 actuellement. Elles vont aller, voyez le muscle à gauche, ça s'appelle des myokines, peu importe, qui vont aller vers l'os. Meilleur traitement de l'ostéoporose, c'est l'activité physique. Qui vont aller vers le cerveau. Oui, le cerveau, il faut savoir que le cerveau est complètement plastique. Les gens qui bougent, les sportifs, ont un volume cérébral plus élevé que les autres. Donc c'est fini, déjà, je casse un dogme pour certains d'entre vous, les sportifs ne sont pas des débiles. C'est pas vrai, ils ne sont pas débiles du tout. Ils ont un volume de cérébral plus élevé que ceux qui ne bougent pas. Et puis les personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer, le seul traitement, c'est la marche à pied qu'on est actuellement. C'est le seul. Alors bien sûr, ça ne va pas tout régler, on le sait, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, quand on marche, on a moins de maladies d'Alzheimer, on a moins de maladies de Parkinson que quand on ne marche pas en bonne santé. Et quand on a une maladie d'Alzheimer, le seul facteur qui ralentisse l'évolution de la maladie, c'est la marche. Vous avez le cœur, vous avez les vaisseaux, vous avez les cancers, etc. Le microbiote intestinal est changé par l'activité physique. Il est bien meilleur, bien plus efficace que le microbiote du non-sportif. Tout ça, c'est parfaitement démontré. On l'a. Et on a compris pourquoi je préviens 40 maladies chroniques. Alors qu'avec mes médicaments, il me faut 40 médicaments. Là, j'en ai un. Bouger. Ça remplace 40 médicaments. Donc, c'est quand même assez étonnant qu'on s'en prive quand on voit tout ça. Alors, malgré tout ce que je viens de vous dire, nous sommes face à un tsunami d'inactivité physique et de sédentarité. Personne ne l'entend, tout le monde regarde ailleurs, comme d'habitude. Et on a eu un grand progrès, parce que regardez, en 82, on avait des grosses télévisions, des gros ordinateurs, on était tous minces. En 2022, on a des tout petits ordinateurs, on est tous gros. Ça s'appelle le progrès. Hein, j'ai l'honneur de vous présenter notre société, qui est fière d'elle, parce qu'elle a vraiment progressé. Parce que c'est quand même ça. C'est quand même ça qu'on est en train de vivre. 90% des Américains sont en surpoids, 9 Américains sur 10 sont en surpoids. 50%, 47%, allez, 50% ce sera l'année prochaine, des Français sont en surpoids. L'obésité a été multipliée par 4 entre 1997 et 2023 chez les jeunes de 18 à 24 ans en France. 4 fois plus d'obèses. 3 fois plus d'obèses chez les jeunes de 25 à 34 ans en France. Les obèses touchent les gens de 18 à 34 ans en France, aujourd'hui. C'est un constat. C'est les chiffres, c'est amélie.fr. Tapez obésité dans amélie.fr, vous aurez les chiffres que je viens de vous donner. Tout ça, personne ne peut les nier. Alors que la sédentarité, quand je vous dis que c'est dangereux, bah oui, vous voyez cette jeune femme qui a l'air particulièrement dynamique. Si ça se trouve, je suis une grande sportive, mais je suis asymptomatique. Bon, elle n'est pas que sédentaire, hein. Je ne sais pas ce qu'elle fume, mais je vois ce qu'elle boit. Donc, effectivement, l'activité physique, la sédentarité, c'est la 4e cause de mortalité mondiale. C'est la première cause de mortalité évitable, et je vous l'ai dit, c'est 40 à 50 000 décès par an en France. Donc, la sédentarité, la chaise, tue. Personne ne peut le nier. On le sait, maintenant, on fait comme on veut. Et voyez qu'on ne nous croit pas, parce qu'en 2018, on a demandé aux Européens, 72% des Européens ont dit « Non, ce n'est pas dangereux », de rester assis ou allongé pour la santé. Donc tant que la population n'aura pas compris ça, rien ne changera. C'est comme ça, parce qu'elle ne veut pas nous écouter. Donc voilà où nous en sommes. On attend entre 2020 et 2030 500 millions, un demi-milliard de malades chroniques de plus dans le monde, ce qui coûtera 27 milliards de dollars par an. En France, on en attend, entre 2020 et 2025, c'était M. Braun, qui était ministre de la Santé, qui me l'a dit,
750 000 à 1 million de malades chroniques de plus. Si tous les 5 ans, on a 1 million de malades chroniques de plus en France, dans pas longtemps, c'est 2 ans d'attente pour aller voir un médecin. Parce qu'il n'y aura pas assez de médecins. Un médecin, c'est 10 ans, et personne ne s'est projeté sur le nombre de malades. Ça, je peux vous le dire. Donc, ça, on n'y arrivera pas. Et surtout, qui va payer? Parce qu'on ne pourra pas payer. Les gens ne veulent pas me croire, mais j'en suis certain. Si rien ne change, un jour ou l'autre, un président ou une présidente dira aux Français, après 65 ans, on ne vous soigne plus. On n'a plus d'argent. On ne pourra pas payer. Le déficit de la sécurité sociale, les 3 milliards qu'il y a eu en plus, on l'a rebouché, l'année prochaine, ce sera 6 milliards. Vous penserez à moi quand vous verrez le chiffre de déficit de la sécurité sociale l'an prochain. Rien n'aura changé. Ce n'est pas un ministère de la santé qu'on a, c'est un ministère de la maladie. Tout notre argent sert à payer des médicaments. Les médicaments, c'est pour les malades, c'est donc bien un ministère de la maladie. Alors, quand j'ai dit à M. Braun qu'il était ministre de la maladie, il n'était pas content. C'est un collègue, hein. C'est pour ça que je me suis permis de lui dire. Mais je lui dis pourtant, regarde, tout ton argent, c'est pour payer des médicaments. Si tu faisais de la santé avec tes médicaments, tu serais le ministère de la Santé, mais tu ne fais pas ça. Tu traites que des malades. On ne pourra pas. Alors le chiffre, je ne l'ai pas mis là, tout simplement parce que je n'ai pas mis la bonne diapositive, mais quand même, vous n'avez pas entendu parce qu'on ne vous l'a pas dit, alors que ça aurait dû passer en bande, vous savez, sur les chaînes d'information de 24 heures, là. 1 milliard d'obèses dans le monde actuellement. 1 milliard d'obèses. En 2050, 60% des adultes seront obèses dans le monde. Et un enfant sur 3 sera obèse dans le monde en 2050. Ce sera même avant parce que 1 milliard en 2025, on l'attendait en 2030. Donc on a 5 ans d'avance, si je peux dire. C'est exactement comme pour le réchauffement climatique. On pensait qu'il ferait plus chaud dans plus longtemps, enfin chaud comme maintenant dans plus longtemps. C'est exactement pareil. Vous l'avez entendu parler de ces chiffres? Oui, il y a eu des petits entrefilés dans certains journaux, c'est tout. Mais non, ça doit être le titre des journaux. La première page. 1 milliard d'obèses dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on réagit? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Bon sang, bonsoir. C'est des choses que l'on a malheureusement. La seule solution, c'est la prévention. Il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut qu'il y ait moins de malades. J'ai un collègue qui l'a dit à Madame Vautrin, il n'y a pas longtemps, elle lui a dit, mais il faut absolument qu'on trouve plus de médecins. Il lui a répondu, mais ce n'est pas les médecins qui posent problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de médecins, c'est qu'il y a trop de malades. Parce que de toute façon, on va remettre des médecins, mais il y aura de plus en plus de malades. Donc on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible. Surtout que malheureusement, enfin c'est comme ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, pour remplacer un médecin de ma génération, il faut 2,4 médecins. Avec le mode de vie actuel qui est choisi, c'est un choix, il n'y a pas de problème, c'est la société, ça ne me dérange pas. Donc ça veut dire que quand on formait 100 médecins, il faudrait en former 240. C'est quand même ça les chiffres que l'on a. Et on les a devant nous. Mais rien ne change. Et voilà, je n'ai pas 30 minutes pour bouger. Par contre, j'attends derrière mon escalier roulant pendant au moins 3 ou 4 minutes parce que vous ne voyez pas le bout de la queue. J'aimerais qu'on m'explique, s'il y en a un ou une parmi vous qui peut m'expliquer, personne n'y est arrivé, en tout cas à me convaincre. Hein. Comment se fait-il que je suis à la gare Montparnasse, je marche pour aller sur l'escalier roulant, j'arrive et hop, je m'arrête. Attention, danger. Je regarde en haut, en bas. On a le droit de monter les escaliers roulants. Hein. Je pense que les gens ne le savent pas. La preuve, on est 2 par 2, mais on ne monte pas l'escalier roulant. Surtout que le lendemain, les mêmes arrivent avec un escalier roulant en panne, et bien ils vont les monter, les marches. Ce qui vous montre bien que c'est curieux. Moi, j'attends, on a fait le mois sans tabac, il devrait y avoir le mois sans escalier roulant. On les bloque tous. Et on verra. Non mais c'est atterrant, atterrant. Parce qu'on ne les descend pas non plus, les escaliers roulants. Ceci dit, ça me fait plaisir parce que quand je descends l'escalier roulant, j'ai l'impression que je suis le Mike Horn de l'escalier roulant. Je suis l'aventurier. Les gens ne descendent pas les escaliers roulants. Sur 10 personnes dans un escalier roulant, il y en a 2 qui les descendent à peu près. Et tout ça, c'est ça, la sédentarité. C'est ça l'addiction au manque de mouvement. Alors ceci dit, quand on prend l'escalier, on n'est pas embêté. Hein. L'escalier en béton, vous voyez, moi la solitude ne me dérange pas. Alors que regardez quand même, si vous montez
6 à 10 étages par jour, c'est-à-dire 3 fois 2 étages dans votre journée, 5 fois 2 étages, vous diminuez votre risque d'infarctus de 16%. 6 étages par jour. Quand même. Est-ce que vraiment, on ne peut pas se dire qu'on peut faire quelques petits efforts pour changer notre mode de vie? Là, je passe beaucoup plus rapidement. C'est pareil dans le milieu professionnel. Le milieu professionnel doit prendre conscience qu'il faut faire sensibiliser, informer. Il y a 2 hauts lieux de sédentarité. C'est l'éducation nationale. Je vais les habiller juste après, vous inquiétez pas. Et puis, il y a le milieu de travail où là aussi, beaucoup de dirigeants disent « Oui, il faut absolument qu'on lutte, mais je ne le fais pas. » Il n'y a qu'à Faucon, c'est les meilleurs pour ça. Non, il faut absolument faire en sorte que les gens puissent faire plus d'activité physique, tout simplement parce que ça augmente l'espérance de vie du salarié de 3 ans, ça lui donne 6 ans d'autonomie en plus, ça lui fait économiser 30 à 34 € par an, c'est le reste à charge d'économie, comme ils ne sont pas malades, ça ne coûte pas beaucoup, et surtout, ils ont une meilleure sérénité. Et pour la société, c'est 6 à 9% de productivité en plus, contrairement à ce que croient tous, pas vrai parce qu'il y a des dirigeants qui ont compris, beaucoup de dirigeants, 4 à 14% d'amélioration de la rentabilité et une diminution de l'absentéisme de 18 à 32%. Il faut rappeler quand même aux employeurs et aux dirigeants que quand il y a un arrêt de travail, ça coûte de l'argent à la société, pas la société, à l'entreprise. Parce qu'en fait, ils payent pour ça. Donc ils feraient des économies, sans compter le remplacement par un intérimaire, qui coûte aussi beaucoup d'argent. Donc ça, c'est important. Le monde change, les gens bougent moins, les enfants bougent moins, eh bien il faut que l'éducation nationale vienne revenir et que les employeurs permettent aux gens de marcher. La faculté de médecine de Rennes, c'est bien. Le jeudi après-midi, c'est pour le sport. Qu'est-ce qu'on fait à la faculté de médecine de Rennes le jeudi après-midi? On met les cours de master. Master 1, master 2. J'en parle au doyen qui est un copain. Il me dit, François, on n'arrive pas à finir le programme. Je lui dis, mais la chose qui compte dans ta vie, c'est le programme. Il y a plus de fumeurs à la fin des études de médecine qu'à l'entrée. Ils ont pris 5 kilos et leur capacité physique a baissé de 4%. Et je suis à la faculté de médecine. J'ose pas penser ce que c'est dans d'autres. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont prouvées. J'ai un après-midi pour faire du sport, on met des cours. Ça montre bien qu'on ne respecte pas. Regardez, j'ai mis ça. L'activité physique, c'est la nourriture du cerveau, tout simplement parce que ça augmente le volume cérébral, je vous l'ai dit, ça augmente le nombre de vaisseaux, vous avez de plus en plus de vaisseaux dans votre cerveau quand vous bougez, vous avez plus de neurones, on ne le savait pas, on pensait qu'on avait un nombre de neurones fixé à la naissance, c'est faux. En fait, on peut reproduire des neurones, il faut avoir les facteurs de croissance qui les produisent. Ces facteurs de croissance, vous les libérez quand vous bougez. Si vous restez assis, vous ne les libérez pas. Et vous allez même pouvoir réparer des neurones abîmés. Pas tous, mais certains neurones peuvent être réparés par ces facteurs de croissance. Et en plus, tout ça, c'est mieux connecté. Donc, les idées vont plus vite dans la tête. Et c'est-à-dire que tout ça, ça circule plus vite. Là, je vais très très vite. C'était un très joli article qui date de 2024, qui vous montre que si vous faites de la cardio ou si vous faites de la musculation, du renforcement musculaire, vous ne libérez pas les mêmes molécules par le muscle. C'est pour ça, nous, on s'était rendu compte avec nos malades que si je leur faisais faire de l'endurance aérobie, donc du cardio, du vélo par exemple, et en plus que je rajoutais de la musculation, j'avais plus de bénéfices pour leur santé que quand je faisais soit l'un, soit l'autre. Eh bien, on sait pourquoi maintenant, et ce n'est pas les mêmes molécules qui vont être libérées. Donc l'idéal, c'est de faire les deux. C'est pour ça qu'on vous dit 30 minutes d'activité physique cardio et de renforcement musculaire par jour, c'est pour ça que c'est recommandé. Mais maintenant, on a compris pourquoi, pour vous dire quand même qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Ça prouve l'importance que cela a. Alors nous voici pour l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est très compliqué. Je précise tout de suite, parce qu'il y en a peut-être parmi nous, je n'attaque absolument pas les enseignants et les professeurs. Moi, je m'adresse à ceux qui croient savoir. Il n'y a rien de pire que quand on croit savoir. Or, l'éducation nationale, c'est l'axiome de base, c'est-à-dire vous discutez avec eux, j'ai discuté pendant des années avec eux, et à chaque fois que c'est pareil, oui, c'est très bien, vous avez raison, mais c'est très compliqué. Tout est très compliqué. Donc on ne fait rien. Comme ça, c'est pas compliqué. Alors vous voyez, vous avez un classement qui s'appelle le classement Teams. Je n'ai pas pris le classement PISA. Pourquoi je ne prends pas le classement PISA? Parce que le classement PISA ne plaît pas à l'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'on est dernier au classement PISA.
On serait premier, il serait super. Mais comme on est dernier, il est mauvais. Hein? Alors, on a pris Teams. Et là, l'éducation nationale était très triste, parce que ça fait des années que nous sommes avant-derniers. Cette année, c'est Champagne, nous sommes derniers. Classement mathématique pour les élèves de CM1. Hein? France, elle est là. Mais encore plus fort, pour la première fois, parce que je vais toujours regarder un petit peu ces classements-là, la Belgique a été séparée entre Flandre et Wallonie. La Wallonie, c'est le même système d'éducation que la France. Qui est avant-dernier? La Wallonie. Ça perturbe l'éducation nationale française? Pas du tout. Nous allons rajouter 1 heure de mathématiques. Je leur dis, vous avez raison, ça ne servira à rien. Et en plus, vous allez rajouter 1 heure de sédentarité à vos enfants, à nos enfants. Regardez ce qui se passe. Et ça, retenez-le parce que, je ne sais pas si ça cache, parce que c'est pareil pour vous et moi. Ici, on a fait une IRM, c'est des enfants. L'IRM, on n'a pas de rayon, donc on peut répéter les IRM à tout le monde. Et là, on a fait une IRM à un enfant qui est en primaire et qui, comme la majorité des enfants français, est déposé devant la porte de l'école le matin quand ça sonne, en lui disant « Dépêche-toi, dépêche-toi, il va être en retard au boulot ». Ce gamin-là, je vous rappelle que depuis la veille, il a fait 50 pas, en moyenne. C'est-à-dire qu'il s'est réveillé, il s'est levé, il a été déjeuné, il s'est lavé les dents, il s'est habillé et il est monté dans la voiture. En catastrophe, comme toujours. Et on le dépose devant l'école. Le gamin, il arrive, il s'assied, et la professeure d'école, ou le professeur, est content car il a en face de lui un enfant sage comme une image. Et il commence son cours. Et l'enfant ne retient rien. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez le neurone des enfants. Quand ils sont bleus, c'est que les neurones dorment. Quand ils se réveillent, ils sont un peu verts, plus réveillés, jaunes, et quand ils sont pleinement réveillés, rouges. Il n'est pas débile, le gamin. Son cerveau dort, parce qu'il n'a pas bougé. Tout simplement, quand je bouge, je réveille mon cerveau. La preuve, le lendemain, le même gamin marche 20 minutes avant d'arriver à l'école. Regardez son cerveau. Il est calme, parce qu'il s'est dépensé. Et là, la maîtresse peut lui apprendre, il va tout retenir. Et c'est pour ça que nous sommes à 30% de gamins qui ne savent pas lire, écrire ou compter en 6e. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et ça, l'éducation nationale ne veut pas l'accepter. Elle ne veut pas mettre 15 minutes d'activité physique tous les matins avant de commencer les cours. Il suffirait de ça. Et ils seraient tous comme ça, les gamins. Mais vous, c'est pareil, quand vous allez à une réunion matinale, moi mes réunions, je les faisais toujours très tôt le matin parce que je suis matinal, je ne suis pas du soir, eh bien, je vous assure, on était 3 à participer aux réunions. Moi, qui avais fait mon kilomètre de marche depuis ma voiture, et puis les 2 jeunes internes qui venaient en vélo. Tous les autres, il n'y avait pas un mot. Ah, ils étaient bien avachis dans les chaises, hein. Pour ça qu'ils faisaient la tête quand la réunion matinale se faisait sans chaise. Ça m'arrivait de temps en temps de faire les réunions debout. Alors là, ils étaient dans une situation difficile. Donc si vous avez une réunion matinale dans votre boulot, importante, croyez-moi, allez marcher 10 minutes avant d'entrer dans la réunion. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des services? On arrive au boulot, c'est « Bon, un petit café ?» Pas besoin de café si vous avez marché 10 minutes. Hein. Je vous assure, il n'y a pas besoin. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont l'air bêtes, mais voyez, on a toutes les preuves. Et ça ne change rien. Alors voilà la capacité physique des enfants entre 1980 et 2010. Elle ne fait que baisser. Aujourd'hui, un enfant de 11 ans n'est pas capable de suivre un homme de 60 à 65 ans actif sur 1 km en courant. Voilà. On a fait l'étude en 2022. En 1987, les enfants de 11 ans couraient à 11,2 km/h. En 2022, ils couraient à 9,7 km/h. C'est tout. Par contre, on a pris ces enfants-là, puisqu'on en avait 9000, on les a répartis en 2 groupes, et il y en a 4500 qui ont fait pendant 8 semaines, 20 minutes par semaine, donc pendant 4 semaines, 10 minutes de travail fractionné, c'est-à-dire je cours doucement, je cours vite, je cours doucement, je cours vite, pendant 10 minutes, adapté à chacun, dans chaque cours d'éducation physique et sportive. Donc ils avaient 2 fois 2 heures dans la semaine. Eh bien, en 80 minutes, c'est-à-dire 8 séances de 10 minutes,
ils ont rattrapé 44% du retard depuis 1987. Donc c'est-à-dire qu'il suffit de faire bouger nos gamins pour que la capacité physique remonte. Rien n'est perdu. Mais on a supprimé les 2 heures en plus dans le collège. Il y a 42% des écoles qui font les 30 minutes d'activité physique quotidienne obligatoire en primaire, 42%. Et l'éducation nationale est contente. Ils m'ont dit, mais M. Carré, on est content, on pensait qu'il y en aurait moins. Je lui dis, c'est marrant parce que quand vous rajoutez 1 heure de mathématiques, s'ils ne les font pas, vous les engueulez, mais pas pour l'activité physique. Donc ils ne croient pas dans l'activité physique. Ils n'y croient pas. Ah, nous avons été félicités pour notre étude, ça je peux vous le dire. Rien n'a changé, sauf les professeurs d'éducation physique et sportive qui ont participé, parce que la Bretagne a participé, il y avait les Hauts-de-France, la Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes, et qui se sont rendus compte, ou ceux qui ont écouté et qui ont dit, ça vaut la peine quand même que je fasse faire mon entraînement fractionné aux gamins pour leur santé. Parce que c'est le capital santé, rappelez-vous, la capacité physique. Donc je vous les ai donné les chiffres de l'obésité. Là c'est pareil, 2019, un article français qui est publié dans une grande revue américaine, qui montre qu'en France, avant 30 ans, la première cause d'arrêt cardiaque, c'est l'infarctus du myocarde. Je vous rappelle qu'il y a 15 ans, l'infarctus du myocarde, c'était à 45 ans. Aujourd'hui, c'est 30 ans. Donc, nos collégiens de 15 ans préparent leur infarctus à 30 ans. J'en suis certain. Je n'ai aucun doute. La pression artérielle de nos collégiens est plus élevée aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Le taux de cholestérol est plus élevé. Leur taux de glycémie est plus élevé. Tous. Donc, ils font l'infarctus après 15 ans d'exposition à ces facteurs de risque d'infarctus. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça, on le dit, on le sait. Eh bien, vous ne voyez pas de prise en charge de la maladie. En haut, les barres que vous voyez, c'est rapidement le diabète de type 2 chez les enfants américains. Vous voyez, ça s'est arrêté en 2012. Ils n'osent plus donner les chiffres. Nous, on ne les a pas en France. En France, on ne les a pas. Le diabète de type 2, c'était la maladie de l'homme de 45 à 50 ans. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 14 ans qui ont un diabète de type 2. Et de plus en plus. Inactivité physique, sédentarité, malbouffe. Voilà la cause, c'est tout. C'est pas plus compliqué, c'est pas la peine de chercher plus loin. Alors en fait, il faut montrer un exemple, un autre exemple, c'est pas si dur. Et quand vous regardez toutes les études des sociologues, ils nous disent tous, parce que moi je suis pas sociologue, ils me disent, François, la seule chose qui marche, c'est le comportement et la relation parentale. Les parents sont les exemples. Les bons, mais les mauvais aussi. Donc il faut que les parents comprennent qu'ils doivent s'occuper de leurs gamins. Par exemple, là, vous voyez, ta mère et moi, on trouve que tu passes trop de temps devant ton écran en regardant mon portable et ma liseuse, ce n'est pas la bonne solution. Dire à un gamin, dis donc, tu m'énerves, là, tu ne tiens pas en place, allez, va dehors, il fait beau, va jouer. Pendant ce temps-là, je regarde mon portable ou mon match de foot à la télé. Ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est, dis donc, il fait beau, viens, allez, mets ton short, on va aller courir un peu, on va jouer au badminton, etc. Ça, c'est la bonne solution. Et le gamin sera content. Franchement, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a vu un enfant de 5 ans à 10 ans arriver dans un parc et s'asseoir par terre dans l'herbe? Jamais. Jamais. Il courra, il sautera, il montera dans les arbres. Donc il aime ça. Mais encore faut-il que je l'emmène au parc. Encore faut-il que je lui montre qu'on peut faire des choses. C'est ça, c'est la maman qui fait de la trottinette. Avec la petite fille qui est toute petite, qui a une trottinette à 3 roues. Vous savez, pour moi, c'est simple. Offrir une trottinette électrique à un enfant de 15 ans, c'est qu'on lui veut du mal. C'est clair. Ça, personne ne me montrera le contraire. Un enfant qui ne marche pas sera un adulte qui ne marchera pas. Toutes les études le montrent. Les adultes qui nous disent qu'ils ne marchent pas aujourd'hui me disent « je n'ai jamais marché quand j'étais enfant ». Jamais. La petite fille, là, elle a énormément de chance. Parce qu'avec sa maman, elle monte les escaliers. Quand elle sera adulte, elle montera les escaliers. Ce sera normal. Mais l'enfant qui ne monte jamais un escalier, qui prend l'ascenseur pour aller au premier étage, qui prend l'ascenseur pour descendre du premier étage, comme le font la plupart des adultes dans les hôtels, je suis souvent dans les hôtels, donc je le vois, un étage. On ne descend pas un étage à pied. Non mais je rêve. Je pense à ma pauvre Aurélie Aubert qui, elle, aimerait pouvoir le descendre. Eh bien non, on ne le fait pas. Et puis là-bas, à droite, c'est moi. Bon, je n'ai pas encore la canne, ça va venir, vous inquiétez pas. J'ai déjà la casquette et j'ai surtout la chance d'avoir un de mes petits-enfants qui vient avec moi se balader et on va échanger pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes.
Et là, c'est formidable, parce que moi, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour la sienne, il m'apprend plein de choses et je lui apprends plein de choses. Donc, c'est vraiment pas si compliqué que ça, quand même. Et malgré ça, il n'y a rien à faire. 87% des jeunes adolescents français entre 6 et 17 ans, entre 11 et 17 ans plus exactement, ne font pas 1 heure d'activité physique par jour. Ce qui est recommandé, 87%. Donc, ne vous étonnez pas avec des capacités physiques de moineaux comme ils ont. Pour terminer, une petite phrase qui n'est pas de moi, mais rappelez-vous-en, quand vous aurez ça en tête, vous vous en souviendrez. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre toute votre vie. Vous ne pourrez jamais changer de corps. Alors, soit vous décidez de bouger 3 fois 10 minutes par jour, monter 3 fois 2 étages dans la journée, par exemple, monter les escaliers roulants, et vous allez vivre dans un endroit paradisiaque, soit vous choisissez de ne pas bouger, de rester toute la journée le plus longtemps possible assis, et un jour ou l'autre, pas tout de suite, vous allez vivre dans un endroit pourri, qui va faire que dès que vous vous levez, vous aurez mal aux genoux, dès que vous aurez à monter quelque chose, vous serez essoufflé, et dès qu'il y aura un microbe, vous l'attraperez. Rappelez-vous que ceux qui sont morts du Covid sont ceux qui avaient les capacités physiques les plus faibles et ceux qui faisaient le moins d'activité physique. Alors, ils avaient des comorbidités à cause de ça, mais c'est pour ça qu'ils sont morts. Ce n'est pas parce que les gens avec les grandes capacités physiques, généralement, il y a des exceptions comme toujours, ne mourraient pas. Ça a été le parfait exemple. Vous croyez que ça a changé quelque chose pour nos populations, pour nos dirigeants? Rien. Si un nouveau virus arrive, ce sera pareil. On n'a pris aucune action de prévention. J'espère que je ne vous ai pas trop plombé la soirée. Il y a des antidépresseurs à la sortie. Hein. Rien n'est perdu, ça dépend de nous. Tout ce que je vous ai dit, c'est un choix. Personne ne nous force à manger chez McDo tous les jours, personne ne nous force à rester assis toute la journée, personne. Donc c'est vraiment un choix qu'on a, rien n'est perdu, mais il faut vraiment se dépêcher, et même je vais vous dire, parce qu'on est entre nous, je crois qu'il y a une génération, pas la suivante, mais celle d'après, dans laquelle certains parents enterreront leurs enfants. J'en suis certain. Certains. Vu la capacité physique des gens de 20 ans aujourd'hui, ils n'iront pas à 90 ans. Ça aussi, c'est un scoop. Il ne va pas y avoir des centenaires pendant des années. Hein. Vous inquiétez pas. Je vous rappelle que quelqu'un qui a 100 ans, il avait 20 ans il y a 80 ans. Il bougeait, hein, il y a 80 ans. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On fait la table ronde, je ne sais pas. Alors, ouais. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. Pour être honnête, moi, c'est la troisième fois même que j'assiste à ce genre de conférence avec Monsieur Carré. La dernière fois, je suis allé avec mes 2 adolescents de 16 ans et 14 ans. Et j'espère que le discours percutant de François Carré vous a comment on dit, contaminé autant qu'il a contaminé mes ados, puisque maintenant, quand je vais faire des courses, mes ados me disent « Garde-toi un peu plus loin, papa, on va marcher, François Carré sera content. » Donc, vous voyez. Et quand la prof de français de mon fils, qui est en seconde, lui a dit qu'il fallait arrêter les 2 heures de sport et qu'elle devrait être remplacée par des heures de français, il lui a dit quelques petits messages et ça lui a valu 2 heures de colle. Donc merci François Carré. C'est véridique, hein, c'est vrai, vrai de vrai. On va combattre un tout petit peu la sédentarité. Vous avez compris, ça fait une petite heure que vous êtes tous assis ici. Et en fait, il ne faut pas rester assis. Donc je vais vous proposer quelques petites activités pour activer un peu la circulation veineuse et artérielle. Vous allez vous mettre debout, s'il vous plaît. Pendant quelques petites secondes. Si en régie, on peut lancer la petite vidéo. Allez, on va commencer dans quelques secondes et on va faire des petits squats avant de poser des questions au professeur Carré. Allez, des petits squats. Allez, on bouge un peu. 20 secondes. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, iced tea and a game of ping pong. Hey, this is getting heavy, G, the free, my ready, stop, life is sweet, honey, yeah, this beach chain like round 2. Prochain round, on va faire de la boxe. 3, 2,
one, go. This is getting heavy. Can you hear the bass boom? I'm ready. Allez, bougez les bras. This is sweet as honey. Yeah, this beat you chain like money. Disco, overload. I'm into that. I'm good to go. I'm diamond. You know I glow up. Hey, one more. I'm diamond. You know I glow up. 3, 2, 1, stop. Facile, ça fait du bien, non? Ok. Pendant les 20 secondes prochaines, on va rester sur un pied. On va tenir l'équilibre. 4, 3, 2, 1, go. Allez, interdit de tricher. Allez, on va changer de pied. 3, 2, 1, stop. Ok, vous avez compris, ça fait du bien de bouger. On va en faire un petit dernier. On va juste bouger un petit peu les hanches, le bassin. 4, 3, 2, 1, Allez, on se détend le dos. Bring a friend, On join est the resté crowd. trop longtemps Whoever assis. wanna come along. Word up, talk the talk, just move like we off the wall. Day and night, sky's the light, so we dance till the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy. Can you hear the bass boom? I'm ready. Ok, bravo à vous. Honey, yeah, this beat's chain like money. Bravo. On a fait 4 fois 20 secondes d'exercice. Et regardez, on se sent quand même vachement mieux, non? 4 fois 20 secondes.